Si je suis explorateur maintenant, c'est pas seulement parce que mon père et mon grand-père l'étaient. Mon grand-père dans la stratosphère, mon père dans la fosse des Mariannes. Pour moi, j'avais l'impression que c'était normal, parce que c'était familial, j'avais vu que ça. Et quand toute ma famille est arrivée en Floride, entre 1968 et 70, parce que mon père fabriquait un sous-marin pour la firme Grumman, qui était la constructrice du module lunaire. J'ai vu tout un monde de l'exploration qui était en dehors de ma famille, qui était fait de gens absolument passionnés, qui façonnaient l'histoire de l'humanité. Et je me rappelle très bien que au mois de juillet 69, mon père venait de partir pour sa mission en sous-marin dans le Gulf Stream. J'étais invité par Wernher von Braun au décollage d'Apollo 11. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais être un explorateur. 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Après avoir vu ce que j'ai vu pendant le mois de juillet 69, je peux plus avoir une vie de routine. Je veux une vie d'explorateur et de pionnier. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Bienvenue dans Les Explorateurs. Les femmes et les hommes que nous écoutons ici ont consacré leur vie à explorer le monde. Ils ont un jour décidé de se mettre en danger, par goût de l'aventure, ou pour fuir une vie toute tracée. Pendant une trentaine de minutes, nous voyagerons avec eux, au plus près des éléments, et nous avons de la chance. Pour lui, c'est une façon de vivre, une éducation, un héritage qu'il entretient. Bertrand Piccard est né explorateur, et ne s'est jamais posé la question de savoir s'il ferait comme tout le monde ou suivrait sa propre voie. Petit-fils d'Auguste, inventeur du ballon à hydrogène, fils de Jacques, océanographe, concepteur du bathyscaphe, Bertrand Piccard est le dernier s'aventurier d'une famille dédiée à l'aventure et à la science. La révélation a lieu en 1969 lorsqu'il assiste au décollage d'Apollo 11 en direction de la Lune. Le jeune Suisse a 11 ans et son rêve est d'aller dans l'espace. Avec son tour du monde en ballon et son avion solaire, il s'en est approché, et à 61 ans, il ne manque pas de projet. Plus 30 seconds. Roll is complete and the pitch is programming. Quand je vous parle du moment où j'ai vu décoller Apollo 11, j'ai l'impression que j'ai toujours 11 ans. Hein. J'étais là à voir ça. Et c'est une histoire qui s'est construite, c'est une histoire que la vie m'a permis de réaliser, c'est une histoire que parfois j'ai un peu forcé pour qu'elle arrive, parce que c'était pas facile non plus à certains moments. Mais je crois que tout le monde a son histoire. Mais est-ce que ça vous arrive de vous pincer pour y croire à l'histoire que vous avez vécue, parce que c'est quand même pas commun? Oui, c'est vrai que je me pince souvent. Avant de réussir le tour du monde en ballon, j'ai raté 2 fois. Avant de réussir Solar Impulse, il y a eu des moments de déprime, de découragement, d'humiliation, de frustration. Vous savez que vous n'êtes pas pris au sérieux par les gens à qui vous demandez du soutien. Il y a des moments où c'est vraiment difficile. Et puis je me suis dit, mais ça doit arriver parce que, en fait, l'histoire serait ratée si ça marchait pas. L'histoire doit se dérouler comme ça. C'est un rêve que j'ai commencé quand j'avais 11 ans, en voyant décoller Apollo. Elle doit aller jusqu'au bout, cette histoire. C'est ça qui m'encourageait. C'est ça qui, en moi, me faisait penser qu'il fallait m'accrocher pour continuer et réussir. Je vous avoue que j'ai été un peu désabusé en me penchant sur votre histoire et en préparant ce podcast, parce que j'ai eu un peu l'impression que tout avait été déjà écrit, tout avait été déjà dit sur vous, sur votre histoire, sur votre grand-père physicien, sur votre père océanographe, sur vous, votre tour du monde en ballon, sur votre tour du monde en avion solaire, Solar Impulse, les gens s'en rappellent certainement, c'était il y a seulement quelques années. Comment est-ce que vous commenceriez, vous, à raconter votre histoire ? En disant que j'ai toujours été fasciné par la vie, par l'être humain. Qu'est-ce qui fait que les gens réussissent ou ratent? Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'épanouir ou déprimer? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des héros qui protègent l'environnement et sauvent des victimes et d'autres qui les assassinent?
C'est très très mystérieux. Ce qui fait que je me suis intéressé autant au monde intérieur du côté de ma mère, en fait, finalement, qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui était spiritualité, philosophie, psychologie. C'est pour ça que je suis devenu psychiatre aussi. C'est vrai qu'en ce qui vous concerne, on parle souvent du grand-père, on parle Oui. souvent de votre père, Oui. un petit peu moins de votre mère. Présentez-nous votre mère. Qu'est-ce qu'elle faisait, votre mère, ou qu'est-ce qu'elle fait encore maintenant? Peut-être, je ne sais pas si vous avez toujours vos parents. Non, ma mère est décédée il y a longtemps. Elle était fille de pasteur, totalement ouverte sur tout ce qui était artistique. Elle était virtuose de piano. Bien avant l'heure, elle faisait du bio à la maison. Bien avant l'heure, elle faisait du yoga, du développement personnel. Elle était dans des groupes de recherche sur la vie. Elle me prenait avec elle. Quand j'avais 6, 7, 8 ans, j'allais me promener avec ma mère en montagne, dans la forêt. Je la bombardais de questions sur la vie, sur la religion, sur l'humanité, sur la recherche spirituelle. Et puis, on parlait comme si on était deux adultes en quête de compréhension. Donc c'était magnifique. Moi, j'ai jamais été pris par mes parents comme un enfant à qui il fallait faire des réponses toutes faites ou ne rien répondre en disant c'est pas de ton âge. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est quand mes parents me disaient je ne sais pas, nous ne savons pas, mais peut-être que toi tu comprendras plus tard. Parce que ça veut dire que l'enfant a un chemin qu'il peut développer pour comprendre ce que les adultes d'aujourd'hui ne comprennent pas. C'est extraordinaire ça pour un enfant. Vous vous rendez compte, vous dites à l'enfant, nous on ne sait pas comme adultes, mais peut-être que toi tu sauras plus tard. On a l'impression quand même ça fait des siècles aujourd'hui que l'aventure, elle nous fait rêver, qu'on écrit dessus, etc. Est-ce que c'est pas une idée un peu éculée, l'aventure? Est-ce que le XXe siècle, le XVIIIe, le XIXe, c'était pas les grands siècles de l'aventure? Est-ce qu'on n'arrive pas trop tard? Et est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui, au XXIe siècle, de parler d'aventure et d'exploration? Alors je me suis beaucoup posé ça comme question quand j'avais 12 ans. Il y avait déjà des hommes qui avaient marché sur la Lune, donc je me suis dit tout a été fait. J'ai repris l'école en Suisse, un peu déprimé comme ado, en me disant je vais faire quoi de ma vie? Parce que vous aviez l'impression de ne plus avoir de futur, J'avais l'impression de ne plus avoir de futur, j'avais l'impression que tout avait été fait, que j'avais une immense énergie intérieure, un immense bouillonnement, une aspiration à explorer, à découvrir, à inventer, en me disant mais tout a été fait, je vais faire quoi de tout ça? Et je me suis dit, je suis né trop tard, j'aurais dû naître à l'époque des pionniers de l'aviation, être pilote d'essai en 1950 et puis astronaute en 1960. Puis c'était plus possible. Et puis en fait, ce que je vois, c'est que l'aventure, c'est pas seulement ce qui est spectaculaire, c'est ce qui est extraordinaire. C'est tout ce qui nous sort de la routine, de nos croyances habituelles, de nos certitudes. Donc l'aventure, c'est chaque instant de notre vie, si on a envie de se prendre en main, et d'évoluer comme nous décidons d'évoluer et pas forcément comme les autres veulent nous laisser emprisonnés de notre carcan de certitude. J'ai commencé l'aile Delta quand j'avais 16 ans. J'ai vu une aile Delta voler. Je me suis dit, voilà, ça c'est nouveau. C'est une des premières ailes Delta en Europe. J'essaye ça, c'est pour moi. Surtout qu'à l'époque, j'avais des rêves d'aventure et j'avais le vertige quand je montais dans un arbre. Donc je me suis dit, c'est un peu paradoxal, il faut que je me soigne. Et je me rappelle très bien, j'ai vu cette aile Delta voler, je me suis dit, j'ai besoin de ça. Et j'ai commencé à voler, c'était la découverte fantastique de voler avec rien. Rien d'autre qu'un triangle de toile et d'aluminium sur les épaules. Vous disiez à l'instant que vous aviez le vertige. J'ai lu aussi que vous étiez un enfant peureux. Est-ce que l'aventure a à voir avec le courage? Ces deux notions qu'on rapproche régulièrement. Vous qui avez parcouru le monde, qui en avez fait le tour même, qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement entre aventure et courage, exploration et courage? Moi, je pense que face à l'aventure, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude où on a peur de rien et on pousse beaucoup trop loin parce qu'on est un peu drogué de sensations fortes en se disant on aimerait se faire peur mais on n'arrive pas à se faire peur, alors on va beaucoup plus loin. Et puis il y a l'autre aventure qui est celle où on a peut-être un peu peur, où on est peut-être un peu timide, où on doit fabriquer son courage. Et le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, le courage, c'est d'y aller quand même. J'avais comme une boussole dans la tête qui marquait l'inconnu au lieu de marquer le nord.
Quand je me suis mis au ballon, c'était ça. J'étais pilote de Delta, pilote d'ULM, j'avais fait plein d'ULM partout. J'avais jamais piloté un ballon et on me propose d'être le copilote pour une course transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. J'aurais pu dire non. Ça, c'était en 1992, je crois. Ça, c'était en 1992, exactement. C'est vos débuts en montgolfière. Alors, exactement, c'est le début en montgolfière. Moi, j'avais utilisé beaucoup l'aile delta pour me lâcher depuis des montgolfières, pour des meetings aériens. Je faisais du vol acrobatique, looping, vrille, avec des fumigènes, la musique et tout. Une vie de sportif à l'époque, je crois. Oui. Vous avez fait de la compétition, vous avez Oui, été j'étais champion d'Europe de vol acrobatique en delta, mais j'avais jamais imaginé faire une traversée de l'Atlantique en ballon. Et quand ce pilote m'a demandé ça, c'est clair que beaucoup de pilotes d'aile delta auraient dit « mais je ne suis pas pilote de ballon, pourquoi est-ce que je ferais ça ?» Et évidemment, j'ai dit oui. Et toutes ces opportunités-là de la vie, je les ai saisies. Et les rencontres que j'ai faites, je crois qu'il faut être vraiment disponible à ce que la vie nous amène. Puis ensuite, on peut dire oui, on peut dire non. Mais en moyenne, c'est quand même intéressant de dire oui, je trouve. Selon vous, c'est quoi un saventurier ? C'est un terme qui a souvent été utilisé pour vous qualifier vous, mais pour qualifier votre famille de manière générale, votre grand-père, votre père. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce terme ? Évidemment, c'est une contraction entre savant et aventurier. Moi, je me reconnais bien là-dedans. C'est mon premier éditeur qui m'avait appelé comme ça. C'est de l'aventure scientifique, parce que on peut faire de l'aventure uniquement pour se faire des frissons ou pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Traverser le Sahara en sautillant sur un pied, c'est peut-être de l'aventure, c'est ni utile ni scientifique. Ouais, c'est pas très intéressant. Par contre, vous pouvez faire des aventures qui utilisent la science, qui font progresser, qui amènent un message aux autres et qui sont des aventures avec du sens. Mon grand-père était physicien, il était professeur d'université. Il s'appelait Auguste, je crois. Auguste. Oui, c'est lui qui a inspiré le professeur Tournesol dans les bandes dessinées de Tintin. Jacques Picard, à propos de son père Auguste. Hergé, qui est l'auteur de Tintin, a croisé mon père dans la rue plusieurs fois. Et ça lui a donné l'idée du savant, si vous voulez. L'idée un peu populaire du savant, avec des lunettes, des cheveux un peu bouclés, comme ça. Et, bref, la description de Tournesol. Ça a été imaginé par Hergé parce qu'il a vu mon père. C'est le seul rapport qu'il y ait, si vous voulez. Mais ils ne se sont jamais rencontrés, malheureusement. Tout à fait, Hergé s'en est inspiré. Parce qu'à l'époque, il travaillait à Bruxelles, je crois. Alors, il était professeur à l'Université libre de Bruxelles. Physicien, non ? Oui, et il voulait étudier les rayons cosmiques. Donc, il a inventé et construit la première cabine pressurisée de l'histoire de l'aviation pour monter dans la stratosphère. Qu'est-ce que c'est une cabine pressurisée pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien ? Oui, c'est une sphère en aluminium, étanche, complètement étanche. Il avait emporté avec lui de l'oxygène liquide qui s'évaporait dans la capsule au rythme du besoin respiratoire de son assistant et de lui-même, parce qu'ils étaient à deux. Et puis, on pouvait monter comme ça dans la stratosphère. Il avait accroché sa capsule sous un ballon stratosphérique de son invention. Et il voulait montrer qu'on pouvait en fait survivre à des altitudes où personne ne pensait à l'époque qu'on pouvait survivre. Auguste Picard. J'ai expliqué que, à mon avis, les avions de ligne devaient aller plus vite. Et pour aller plus vite, il fallait qu'ils montent plus haut. Et du moment qu'il est plus haut, il fallait cabine étanche pour que les hommes puissent respirer. Il voulait montrer qu'en volant si haut, on pouvait également amener des avions qui pouvaient voler dans de l'air raréfié et qui consommeraient moins de carburant, qui seraient plus écologiques, qui pourraient voler plus vite et de manière plus sûre. Donc c'était une démarche scientifique avec ces rayons cosmiques,
une démarche d'ouverture vers le futur, et c'est en fait le début de l'aviation moderne, de l'aviation de transport à haute altitude qui a été rendu possible par ce vol. Et mon grand-père a toujours dit que l'exploration était le sport du savant. Est-ce que vous êtes en train de me dire que quelque part votre grand-père a été le premier homme dans l'espace ? Est-ce que l'endroit où il est allé, la stratosphère je crois, oui, c'est déjà l'espace ? Alors, au sens physique, c'est pas encore l'espace, mais quand j'étais à la NASA, au décollage d'Apollo avec mon père, tout le monde là-bas considérait mon grand-père comme le premier astronaute. En disant, nous on envoie des astronautes plus haut, mais le premier c'est quand même ton grand-père. Wernher von Braun nous disait ça. Qui c'était donc von Braun justement ? Ça fait 2 fois que vous le citez. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette personne ? C'est une personne très intéressante sur la conquête lunaire notamment. Von Braun a eu 2 vies. Il a eu une vie sans être au parti nazi, une vie pendant la Deuxième Guerre mondiale où il a construit les V1 et les V2, les missiles qui bombardaient Londres, ce qui ne l'a pas rendu sympathique aux yeux du monde. Et il a été récupéré par les Américains. Il a aidé les Américains à construire leurs fusées civiles. Et là, c'était comme un besoin de rédemption. C'est-à-dire que toutes ces connaissances, au lieu de les mettre au profit de la guerre, il les a mises au profit de la paix. Et du sens alors ? Et du sens, d'aller explorer l'espace et la Lune. Et il nous a raconté un soir qu'il dînait à la maison qu'il avait entendu comme étudiant une conférence de mon grand-père après son ascension stratosphérique et que c'est là qu'il s'était dit qu'il allait envoyer une fusée sur la Lune. Donc quelqu'un qui avait eu un grand rêve et qui voulait l'accomplir. Alors c'est vrai que les 10 premières années étaient plutôt macabres, mais c'était devenu quelqu'un qui avait mis toute son énergie au service de la conquête de l'espace, qui a permis aux Américains finalement de construire les lanceurs Saturne pour leur capsule Apollo. Qu'est-ce que faisait exactement votre papa en Floride lorsque vous étiez enfant ? Vous nous avez raconté qu'il travaillait à l'époque sur des modèles de sous-marins, mais pourquoi est-ce que vous êtes retrouvé dans la salle des lancements ? Je ne sais pas exactement comment on l'appelle. Alors, mon père a construit avec mon grand-père le premier bathyscaphe. Qu'est-ce que c'est un bathyscaphe ? Le bathyscaphe, c'est un sous-marin de très grande profondeur. Jacques Piccard. Toute cette épopée des sous-marins, bathyscaphe et mésoscaphe, est due entièrement au génie de mon père, qui a inventé le bathyscaphe, qui a déjà préparé les bases aussi du mésoscaphe dans un certain sens également, qui lui était physicien et ingénieur, et qui a vraiment eu les idées de base qu'on applique encore maintenant dans toutes ces techniques sous-marines. Ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années pour construire ce bathyscaphe. Ils ont plongé ensemble dans les années 53, 54, 55. Ensuite, la marine américaine s'est intéressée à ce bathyscaphe, l'a repris, et mon père a formé les officiers de la marine américaine. Et il est descendu d'ailleurs avec un lieutenant de marine US, Don Walsh, à 11 000 mètres de profondeur. C'est en fait la plus grande profondeur marine connue, au fond de la fosse des Mariannes. Encore aujourd'hui ? C'est toujours la plus grande profondeur marine et personne n'a été plus bas. Au cours de la plongée, différents enregistrements sont réalisés qui contredisent le fameux silence de la mer. Au moment où nous sommes arrivés sur le fond, nous avons vu un poisson. Alors ça peut vous paraître très normal de voir un poisson sur le fond de la mer. En réalité, personne ne savait s'il y avait des poissons qui vivaient à 11 000 mètres. Et comme d'habitude, quand personne ne sait rien du tout, il y a automatiquement des gens qui affirment qu'il y en aura ou des gens qui affirment qu'il n'y en aura pas. Il y avait des contradictions et les savants étaient vraiment très anxieux de savoir s'il y en avait ou pas. Alors le fait qu'on ait vu un poisson plat ressemblant à peu près à une saule d'ailleurs, au moment où on est arrivé sur le fond, je dirais que ça c'était vraiment le moment le plus palpitant de la plongée. Et ensuite, il a construit un sous-marin pour explorer le Gulf Stream, un sous-marin qui a été commandé par Grumman, qui est une société américaine d'aéronautique qui voulait ouvrir un département d'océanographie.
Donc c'est pour ça qu'on est tous partis en Floride, toute la famille, en 1968, et ça correspondait au lancement d'Apollo. En plus, avec mon grand-père qui a été considéré comme le premier astronaute, on a été invité à la NASA, on a rencontré Von Braun qui m'a présenté à tous les autres astronautes. Moi, j'en ai profité parce que mon père a eu la gentillesse de me prendre avec lui. Il voyait que ça me passionnait et il m'a emmené dans toutes ces visites de la NASA. Pour moi, c'était un privilège extraordinaire. That's one small step for man. Quel est votre plus beau souvenir? Est-ce que c'est ce 21 juillet 1969, lorsque Armstrong pose le pied sur la Lune? One giant leap for mankind. Le 21 juillet, j'ai l'impression qu'il appartient à tout le monde. Le 16 juillet, non. Alors, qu'est-ce qui Le s'est 16 passé juillet, le c'est le 16 lancement. juillet? Le 16 juillet, les gens ont vu décoller Apollo 11 à la télévision. Moi, j'étais avec le fils de Von Braun dans un lieu privilégié tout près de la fusée pour l'avoir décollé parce que Wernher von Braun, le soir avant, m'a demandé où j'allais voir le lancement. Puis il a dit à ma mère, je prends Bertrand, je le mets dans la chambre d'hôtel avec mon fils et puis le lendemain, mon chauffeur les amènera beaucoup plus près que là où il pourrait être tout seul. Alors on était tout près, sur une route, en bordure de la zone de lancement, on ne pouvait pas être plus près. Il y avait le Peter von Braun et moi, avec quelques personnes de la NASA. Et là, j'avais vraiment l'impression que c'était le moment le plus historique de l'histoire de l'humanité. C'était la chose la plus fantastique qui pouvait se passer. Ensuite, le pas sur la Lune, bon, je l'ai vu à la télévision, mais ça, j'avais pas d'accès plus privilégié que ça. Mais le décollage, c'était vraiment le moment où je me suis dit, mais quelle chance j'ai de pouvoir voir ça. C'était inouï. Vous êtes ému en reparlant? Ah ouais, complètement. Encore aujourd'hui? Oui, complètement. Votre avis, il n'a pas changé? Ça reste encore, pour vous, à l'heure actuelle, en 2019, l'un des plus grands moments de l'humanité, si ce n'est peut-être le plus grand? Oui. Pourquoi? Parce que ce sont des pionniers, il y a quelque chose qu'on a un peu évoqué. Vous savez, il y a deux depuis le pionniers début. qui sont fondamentaux dans l'histoire de l'humanité. Il y a les maîtres spirituels, il y a les grands prophètes, indépendamment des religions, les grands maîtres qui sont venus montrer des voies de développement spirituel. Et puis, il y a les grands explorateurs, et je pense qu'un des plus grands, c'est quand même Neil Armstrong et Buzz Aldrin, qui posent le pied sur la Lune alors que personne n'y avait été avant eux. Ça, je trouve qu'historiquement, c'est absolument fantastique. Hey, you got it? That's a good step. Yep. About a 3-footer. Pour vous, les astronautes sont des explorateurs? C'était des explorateurs. Aujourd'hui, c'est peut-être plus des scientifiques qui sont envoyés dans l'espace pour faire des missions de recherche, de physique, de biologie, de médecine, d'astronomie, etc. Mais à l'époque, c'était des explorateurs de l'inconnu. C'était des pilotes d'essai qui avaient été sélectionnés de manière extrêmement rigoureuse pour faire des choses qui n'avaient jamais été faites. Vos premiers modèles, ça a été évidemment votre grand-père, ça a été votre père, le premier à aller dans la stratosphère, le premier à descendre à 10 000 mètres sous les mers, sous la mer, je ne sais pas. Est-ce que c'est important, ça, dans l'exploration, dans l'aventure, d'être un pionnier, d'être le premier? Mais je vous dirais que oui. Je vous dirais que oui, parce que quand vous êtes le premier, vous ne savez pas si c'est possible. Vous n'avez aucun benchmark. Il n'y a personne qui peut vous expliquer quoi faire. Vous devez tout construire, découvrir, inventer avec votre équipe et trouver des solutions à des problèmes qui n'ont jamais eu de solution. Donc c'est extraordinaire. Vous défrichez une nouvelle voie. Quand vous êtes le deuxième, vous faites quoi? On fait mieux, peut-être? Non, c'est tout aussi beau, mais vous savez que c'est possible. Psychologiquement, c'est complètement différent si vous savez que c'est possible. Vous savez comment faire. Vous reproduisez quelque chose qui a déjà été fait. Alors, vous pouvez le faire plus haut, plus vite, plus loin, ok? Ça devient des records. Mais la première, c'est quelque chose qui marque l'histoire. Maintenant, il y a 500 personnes qui ont été en orbite autour de la Terre. C'est toujours aussi beau, mais c'est plus de l'exploration. Moi, j'adorerais aller en orbite. J'adorerais faire une semaine autour de la Terre, mais je le médiatiserais même plus.
We've done it! It's fabulous! Fantastic. Awesome. Il y a quelque chose qui a été médiatisé, c'est votre premier tour du monde en ballon, parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, l'homme a été capable d'envoyer des hommes sur la Lune en 1969, mais en 1999, personne n'avait jamais fait le tour du monde en ballon. Est-ce que c'est plus difficile de faire un tour du monde en ballon que d'envoyer quelqu'un sur la Lune ? C'est moins technologique, mais personne s'était donné les moyens de le réussir avant, et je pense que les moyens techniques n'existaient pas avant. Si vous voulez faire un tour du monde en ballon, vous devez avoir un GPS qui vous donne pour chaque altitude la direction que vous avez. Parce que vous n'avez pas de vitesse propre. Donc en fait, vous ne savez jamais où vous allez. Si vous n'avez pas de GPS, vous ne pouvez connaître que votre passé. Vous savez quels sont les points sur la carte où vous étiez. Et essayez d'extrapoler une trajectoire, mais si le vent a changé, ce ne sera pas cette trajectoire-là. Ready, 2, 1. Et il y en a qui ont essayé dans les années 80 et qui se sont plantés complètement parce qu'il n'y avait pas les moyens de le faire. Alors, c'était très paradoxal parce que le ballon était la première manière qu'a trouvé l'homme pour voler. Et puis, personne n'avait réussi à faire des très longs vols en ballon, personne n'avait réussi à faire le tour du monde. Et c'est devenu, en fait, avant que je m'y attelle, c'est devenu le dernier Graal de l'histoire de l'aviation. C'était arriver à faire le tour du monde avant la fin du XXe siècle. It's fabulous. Thank you. Et le tour du monde en ballon, c'est ce qui m'a permis de faire Solar Impulse. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Je n'aurais pas eu l'idée, je n'aurais pas eu la crédibilité pour le faire, pour le réussir. Racontez-moi le premier jour où vous avez pensé à ce projet. Comment il est né ? Il est né quand j'ai vu un drone géant américain, sans pilote, avec, je crois, 16 moteurs ou 14 moteurs, qui devait voler perpétuellement pour la NASA. Est-ce que vous avez vu ça ? Et j'ai vu ça sur une photo. Et je me suis dit, c'est quand même pas possible, ils mettent pas de pilote dedans, c'est dommage. Et puis ensuite, j'ai oublié ça, jusqu'au moment où j'ai atterri avec Breitling Orbiter 3, et que je me suis dit, mais pour voler plus longtemps, il faut simplement abolir le carburant. On dit le ciel est la limite, c'est pas vrai, c'est le carburant qui est la limite. Solar Impulse, c'était le premier avion au monde, le premier engin au monde qui, en théorie, pouvait voler perpétuellement. Alors le pilote était une limite. C'est clair que quand, au bout de quelques jours, il fallait atterrir pour changer de pilote, parce que c'était un monoplace. Solar Impulse, lui, aurait pu rester des mois ou des années en vol. À ce point-là ? Oui, complètement. Il a fallu faire l'avion le plus efficient qui ait jamais été construit. Alors, ça nécessitait d'être extrêmement léger, c'est-à-dire 10 fois plus léger proportionnellement à la taille que le meilleur planeur de compétition, avec des ailes de 72 mètres d'envergure qui donnaient non seulement une meilleure efficience énergétique, mais aussi qui permettaient d'avoir la surface nécessaire pour les panneaux solaires. « 2500 kilos pour l'envergure d'un 747. Le monde aéronautique nous a dit « vous ne pourrez jamais faire ça, c'est juste impossible ». Donc c'est un chantier naval qui l'a construit pour nous, qui a construit toutes les grandes pièces. Et les experts aéronautiques riaient aux éclats jusqu'au moment où on a non seulement volé, mais réussi le tour du monde. Congratulations, Bertrand. Non mais tu te rends compte? C'est parti d'ici. C'est parti d'ici il y a 1 an et demi. Et on se retrouve là. Et tu te rends compte? Mais écoute, mais André, we made it. Est-ce que c'est ça aussi, quelque part, le pont entre votre tour du monde en ballon et votre projet Solar Impulse, l'écologie? Est-ce que c'est le pont entre les deux? Alors complètement, parce que sur le tour du monde en ballon, même si on était poussé par le vent, on a quand même décollé avec 3700 kilos de propane liquide pour atterrir avec 40 kilos. Donc on a quand même consommé 3,7 tonnes. Et je me suis demandé comment on pouvait faire mieux que ça.
Et Solar Impulse, c'était vraiment la réponse à cette question. On peut faire mieux si on a des panneaux solaires, des batteries, des moteurs électriques, qu'on prend l'énergie du soleil pour en faire de l'électricité, faire tourner les moteurs, stocker pour la nuit dans des batteries, voler la nuit grâce à l'énergie solaire emmagasinée pendant le jour, et de cette manière-là, voler perpétuellement. Est-ce que c'est une révolution technologique selon vous, Solar Impulse? Et est-ce que c'est un projet qui est amené peut-être à révolutionner l'aviation? L'avenir le dira. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup de constructeurs aéronautiques travaillent maintenant sur des modèles électriques parce qu'ils ont vu que Solar Impulse avait ouvert la voie. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des voitures volantes, des drones capables de transporter des passagers. André Borschberg, mon associé à l'ancienne start-up, pour électrifier les propulsions d'avions. Et je pense qu'il y a un immense débouché là-dedans. Je pense que l'aviation va être complètement révolutionnée. Beaucoup de gens n'y croient pas du tout, mais heureusement, parce que si tout le monde y croyait, ça voudrait simplement dire que ce n'est pas assez ambitieux. Et vous allez voir qu'il va y avoir, grâce à la motorisation électrique, que ce soit avec des batteries ou de l'hydrogène pour stocker, c'est égal, tant que c'est des moteurs électriques qui sont plus efficients, il va y avoir une révolution dans le monde de l'aviation. D'ici moins de 10 ans, vous aurez des avions commerciaux pour 50 passagers qui relieront les villes européennes. Est-ce que selon vous, l'écologie, aujourd'hui, est un élément indispensable dans l'exploration, dans l'aventure? Je pense que la grande aventure d'aujourd'hui, c'est d'arriver à fonctionner aussi bien qu'on aimerait fonctionner, mais sans détruire la planète. C'est-à-dire avec des énergies renouvelables, avec des technologies propres, avec une économie de ressources naturelles, avec un respect pour l'environnement, un respect pour l'humanité. Ça c'est absolument fondamental. Et c'est ça qui m'a inspiré pour Solar Impulse. Parce qu'un avion qui avait fait le tour du monde, en grillant du pétrole, ça s'était déjà fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'en fait, on pouvait faire ça, mais sans carburant, sans polluer du tout. C'est ce retour au côté pur, propre et respectueux de l'environnement qui devrait motiver les explorateurs du futur. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas du tout exploré tout ce qu'on peut faire avec l'hydrogène, on n'a pas du tout exploré tout ce qu'on peut faire avec la physique quantique. Et si on veut vraiment rêver, on pourra peut-être faire des voyages en téléportation, en dématérialisation, en apesanteur, enfin en zéro gravité, en créant une onde antigravitationnelle. Enfin, on peut rêver, mais ça, c'est des choses qui restent à faire. Alors aujourd'hui, c'est aussi utopique de dire ça que ça l'était au début du dernier siècle, quand on disait qu'on irait sur la Lune. C'est ça l'aventure ou l'exploration, c'est l'impossible? C'est comment réaliser l'impossible. Parce que plus que comment aller quelque part où on ne serait jamais allé. Pour moi, c'est pas tellement intéressant le géographique. Évidemment, aller sur Mars, très joli. Aller sur Vénus, encore plus romantique, magnifique. Mais c'est des lieux sur lesquels on va. Moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est tout le processus qui nous permet de comprendre que l'impossible n'est pas dans la réalité, il est dans notre tête. L'impossible, il vient du fait qu'on a appris des certitudes, des croyances, des paradigmes, des dogmes, et qu'on est limité par ça. Donc il faut rester extrêmement ouvert à tout ce qu'on considère comme impossible. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire partie de cette révolution ou est-ce qu'une autre aventure, une autre exploration vous attend ces prochaines années? Bon, moi, ce que je suis en train de faire maintenant avec la Fondation Solar Impulse, c'est de sélectionner 1000 solutions qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement. Je reste médecin, je reste psychiatre, j'essaye de soigner l'addiction de la planète aux énergies fossiles en proposant une thérapie qui s'appelle technologie propre. Je suis toujours dans le soin des toxicos, mais c'est le toxico au pétrole finalement.
l'exploration, c'est de la fiction qui se réalise. Et puis l'explorateur, c'est un rêveur, mais qui se donne les moyens d'accomplir ses rêves. Le pire, c'est ceux qui rêvent et qui ne se donnent pas les moyens et qui restent frustrés toute leur vie en se disant « mais pourquoi je n'ai jamais osé essayer de réussir mes rêves ?» Ça, c'est horriblement frustrant. Je crois que c'est Brel, ou est-ce que c'était Barbara, dans une de leurs chansons, qui disait « il y a tant d'êtres humains handicapés par leurs rêves non accomplis ». Dans le prochain épisode des Explorateurs, c'est vers une rêveuse accomplie que nous nous tournerons. Nous serons au pied du Mont Blanc avec une alpiniste qui concilie depuis toujours son goût de l'exploration et du dépassement de soi. Je vous laisse vous faire à cette idée. Merci à Rémi Fier, Roland Richard et Théo Boulanger qui m'ont aidé à préparer, produire et réaliser ce podcast.